Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons maintenant voir les différentes relations entre les champs. Alors la plus simple, c'est la conservation de la charge. Donc on a constaté très vite que la quantité totale de charge, positive et négative, les deux peuvent se neutraliser, la quantité totale est conservée au cours du temps. Donc si on a une certaine zone, un volume V, délimité par une surface S, avec une certaine densité de charge ρ à l'intérieur, et un courant J, alors le courant qui sort doit emporter une partie des charges et doit faire varier la quantité de charge à l'intérieur. On peut traduire l'effet du courant qui sort de toute la surface par l'intégrale sur la surface de J ds. ds étant un élément de surface. Et ceci, c'est un théorème mathématique, est égal à l'intégrale sur le volume, tout le volume, de la divergence, l'opérateur divergence, de J fois dV, un élément de volume. Alors, si vous n'êtes pas familier des équations intégrales, des notations telles que divergence, rotationnelle, c'est pas grave, vous pouvez passer dessus, ça ne sera pas un handicap pour la suite. On peut alors exprimer la variation locale de charge comme la variation de la densité de charge au cours du temps, donc la dérivée partielle, plus la divergence de J égale 0. C'est-à-dire que le courant ici correspond à la variation de la charge à l'intérieur du volume. Ensuite, on a la loi de Lorentz, aussi appelée loi de Newton-Lorentz. On a constaté aussi très vite que les charges électriques étaient influencées par les champs électriques et les champs magnétiques, et ils subissaient une force qui agit dessus, une force dans le sens du champ électrique, et lorsque la charge est en mouvement, avec un champ magnétique, la charge est déviée perpendiculairement. Donc si on a un champ dans ce sens-là et une charge en mouvement dans ce sens-là, perpendiculairement aux deux, on a une force qui agit, qui dévie la trajectoire. Ça se traduit par un résultat net, force de Lorentz, égale à la densité de charge, ρ, fois le champ électrique, plus le produit vectoriel de la vitesse des charges et de l'induction magnétique. Ensuite, on a la loi de Gauss. Celle-ci décrit le champ électrique produit par les charges électriques. Donc si on a une charge, on l'avait vu dans la vidéo précédente, il y a un champ électrique qui est émis autour de la charge. Alors l'intégrale sur toute cette surface autour de la charge de E ds est égale à l'intégrale sur tout le volume de la densité de charge divisé par epsilon 0 pour les unités fois dV, un élément de volume. Une certaine quantité de charge dans le volume produit un champ électrique à la surface qui s'éloigne. De même pour le champ magnétique. Alors, si on a un certain courant J, celui-ci, on l'a vu, produit un champ magnétique. Alors, ça, c'est une découverte de Maxwell. En fait, c'était la seule manière d'avoir des équations élégantes. Parfois, ça peut aider comme guide. On doit inclure là-dedans ce qu'on appelle le courant de déplacement, JD, et qui est défini comme epsilon 0 fois la variation du champ électrique. Donc dans ce sens-là, on a le courant ordinaire et une variation du champ électrique. Dans ce cas, le champ magnétique B sur le contour, l'intégrale sur tout le contour de B dl, dl est un élément de ligne du contour, est égal à mu0 fois l'intégrale sur la surface de J
plus JD ds, c'est-à-dire mu0 S de JDS plus mu0 intégrale de la variation de E au cours du temps ds. ds étant la surface sous-tendue par la boucle. C'est appelé l'équation de Maxwell-Ampère. Une autre relation, qui est analogue à celle pour la charge ici, c'est l'absence de charge magnétique. Il y a des charges électriques, mais on n'a jamais observé de charge magnétique, ou comme on les appelle parfois, des monopôles. Les aimants se présentent toujours par des paires de pôles qui vont toujours ensemble, un nord et un sud, et jamais un pôle isolé, un monopôle. Et ça se traduit par une équation analogue à celle-là, mais où la densité de charge est nulle, s'il n'y a pas de charge magnétique. Donc l'intégrale sur une surface fermée du champ magnétique égale à 0. Du point de vue des lignes de champ, ça veut dire que les lignes de champ magnétique font toujours des boucles qui se referment sur elles-mêmes. Dans une surface donnée, dans un volume délimité par une surface donnée, les boucles de champ magnétique sortent et rentrent parce qu'elles sont toujours bouclées sur elles-mêmes. Et donc, tout s'annule. On l'appelle équation de Maxwell-Thomson. Ensuite, on a la loi d'induction de Faraday, mise en évidence par Faraday, expérimentalement. La formulation mathématique est venue avec Maxwell, d'où le nom d'équation de Maxwell-Faraday, parce que Faraday ne connaissait rien aux maths, mais c'était un très grand physicien expérimentateur. C'est Faraday qui a découvert que un champ magnétique variable produisait un champ électrique. Et donc, si on a on prend une boucle avec une certaine surface, comme pour ici, c'est l'équivalent de ceci, à contour C. Alors l'intégrale du champ électrique sur le contour est égale à moins, le moins est important, intégrale sur la surface de la variation de B au cours du temps ds. Le champ électrique qui apparaît sur ce contour quand le champ magnétique intérieur varie s'appelle force électromotrice. Pourquoi? Parce que si vous placez un fil électrique pour visualiser ce contour, ce champ électrique qui apparaît va mettre en mouvement les charges électriques et produire un courant. La loi de Lorentz est à la base des moteurs électriques. La loi d'induction de Faraday est à la base des dynamos et des alternateurs. Comme pour l'équation de conservation de la charge, toutes ces relations intégrales peuvent se mettre sous forme d'équations différentielles, respectivement, divergence de E égale ρ sur epsilon 0, rotationnelle de B égale moins mu0 epsilon 0 dE sur dt égale mu0 J du courant. Divergence de B, donc c'est celle-ci, divergence de B égale 0, pas de charge magnétique, et la loi d'induction rotationnelle de E, donc l'intégrale sur le contour, plus dB sur dt égale 0. Ces équations, sous forme différentielle, sont appelées équations de Maxwell. En fait, c'est un peu impropre, parce que les équations de Maxwell étaient beaucoup plus compliquées. Il avait introduit plein de champs, mais il faut dire qu'il prenait des lois venant d'un peu partout. Ici, c'est simple, on est parti de la conservation de la charge, la force de Lorentz, et 4 lois décrivant les champs électriques et magnétiques. En réalité, à l'époque,
ils avaient des tas de résultats expérimentaux, y compris avec ceux appliquant des matériaux. Donc on a vu précédemment les relations de les champs hors et dans les matériaux, avec la polarisation, l'aimantation. Donc il avait une tonne de relations et il a introduit toutes sortes de champs intermédiaires et obtenu des équations fort compliquées. Et c'est Heaviside, à la fin du 19e siècle, qui a simplifié tout ça. Qui a dit, il y a beaucoup de choses inutiles, simplifions, et on a ceci, 4 équations finales, appelées équations de Maxwell, ou parfois équations de Maxwell-Heaviside. Voilà. Alors maintenant que nous avons les équations qui décrivent l'électricité, les champs électriques et magnétiques, nous allons pouvoir regarder quelles peuvent être les solutions et voir dans la prochaine vidéo comment on trouve les ondes électromagnétiques. Je vous remercie.